Bonjour à vous et bienvenue dans Zéro Marketing Interview. Alors aujourd'hui, j'accueille Philippe Bloch, auteur de Ce sera mieux après, sauf si on est trop con. Tout un programme très intéressant. Mais figurez-vous que je tenais absolument à interviewer quelqu'un où, page 172, on nous dit « Nous tenons une magnifique occasion de réconcilier les Français avec l'économie et ceux qui l'incarnent ». Vous avez reconnu la punchline de Zéro Marketing. Bonjour, bienvenue parmi nous, Philippe Bloch. Bonjour Cyril, merci de m'accueillir. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre? Ce qui m'a poussé, c'est ce qu'on a tous vécu, c'est-à-dire une époque incroyable, une période incroyable, imprévue, totalement impossible à imaginer il y a encore seulement quelques mois. Être privé de liberté malgré nous pour le bien de tous, dans des contextes de grande incertitude pour beaucoup, de souffrance pour beaucoup. On évoquait un peu à antenne ensemble avant de démarrer cette interview, la région dans laquelle vous habitez, qui a été durement touchée, vous-même, je crois l'avoir été également avec vos proches. Et donc, on a tous vécu très différemment cette période. J'ai eu la chance de ne pas être affecté personnellement, ni par la maladie, par des proches, mais j'ai vu autour de moi quand même beaucoup de vies compliquées, par certaines brisées pour d'autres raisons, d'ailleurs parfois économiques. On pourra peut-être en parler ensemble, parce que vous êtes aussi une émission, et surtout une émission pour les entrepreneurs. Et voilà, et donc il se trouve que j'ai été obligé, pour des raisons familiales, d'une mère âgée, malade, d'abandonner mon domicile parisien pour m'en occuper pendant 2-3 mois. Donc j'ai laissé ma femme à Paris et je me suis retrouvé tout seul avec comme mission de m'occuper de ma maman, mais en même temps beaucoup de temps libre. Et puis, vous savez que j'ai écrit pas mal de bouquins, c'est mon 8e bouquin en fait. Mes précédents bouquins, j'étais plus énervé, c'est-à-dire que j'écris souvent quand je suis énervé. Là, en l'occurrence, j'étais pas énervé, j'étais juste intéressé par ce qui était en train de se passer. Voilà, et je me suis dit, tiens, c'est quand même incroyable ce qu'on est en train de vivre. Je commençais comme tout le monde à me poser plein de questions, en regardant d'abord beaucoup les infos, puis après pas du tout, parce que je pouvais plus supporter les plateaux télé avec des médecins qui se contredisaient en permanence et l'absence d'autres types d'invités, qu'ils soient historiens ou même économistes. Et je me suis dit, tiens, mais est-ce qu'on n'est pas en train de vivre là une période incroyable qui est une opportunité unique de tout repenser? Et à mesure que les semaines passaient, arrivaient de nouveaux sujets de réflexion majeurs, je trouve, pour les années qui viennent. Et donc, plutôt que de regarder Netflix, j'ai écrit. Voilà, et ça a donné un bouquin que j'ai sorti très vite parce que je me suis dit, et on entendait déjà ça, on va sans doute en parler ensemble, Cyril, ce réflexe naturel de beaucoup de gens de dire il ne se passera rien, tout recommencera très vite comme avant, les gens ont la mémoire courte. Je peux pas croire ça personnellement et on aura peut-être l'occasion d'en parler ensemble, c'est ce que je souhaite aussi bien sûr aujourd'hui. Mais je me suis dit, il faut qu'on écrive un peu ce qui s'est passé pour qu'on continue à réfléchir et qu'on n'oublie pas. Et c'est cette inquiétude qui m'a fait prendre ce sous-titre un peu audacieux de ce sera mieux après, en rajoutant ce qui est le seul intérêt du sous-titre qui n'a autrement aucun intérêt, sauf si on est trop con, parce qu'il est possible qu'on le soit. Donc, tout le débat va être là, en fait. Voilà. Alors, j'ai comme l'impression que vous avez inventé le blogging finalement. Vous écrivez tous les jours? Là, en l'occurrence, oui. Enfin, oui, non, j'écris pas tous les jours. Non. Vous voulez dire pour ce bouquin-là ou dans la vie en général? Dans la vie en général, parce que finalement, Non, non, alors, d'où est venu j'écris ce tout. réflexe Non, d'écrire? j'écris tous les jours un truc totalement inutile. C'est ce que je fais dans la journée. Ça n'a aucun intérêt. C'est ça, quand je disais inventer le blogging. Ah oui, non, mais je vais vous dire un truc. Un des meilleurs amis de mes parents m'avait offert quand j'avais 18 ans un petit agenda, un petit truc à la con de chez l'agenda moderne. Voilà, ça s'appelle l'agenda moderne. Et puis j'ai commencé à l'âge de 18 ans, chaque jour de ma vie, à écrire ce que j'avais fait dans la journée. Et pas forcément, alors, c'est un mélange d'émotions, de ce que j'ai ressenti, etc. Ça ne sert absolument à rien, mais vraiment à rien. J'ai des piles entières comme ça, je vous les montre de calepins qui Ça sert consignent. à écrire ça. Bah oui, non, parce qu'après j'ai écrit des vrais bouquins, mais là en l'occurrence c'est un truc. Et je le dis dans le bouquin parce que je dis que moi qui ai toute ma vie écrit des trucs inutiles, là pendant le confinement j'ai pas écrit un journal intime justement, mais j'ai écrit ce qui me passait dans la tête par rapport à ce que nous vivions. Oui, c'était un peu du blogging, ouais, mais heureusement que personne n'a jamais profité parce que ça n'a aucun intérêt, en gros. Alors ma question n'est pas anodine, parce que j'ai l'impression que les émotions ont fait le yo-yo durant cette période, et vous l'avez dit vous-même, d'abord branché sur la télé, après couper la télé. Est-ce que Pour moi, la vraie question, c'est que s'est-il passé, Philippe Bloch, d'après vous, dans cette société française durant ces 2 à 3 mois extraordinaires? On a eu peur. On a eu peur. Il ne faut pas se leurrer. Si on a accepté une telle privation de liberté de manière absolument étonnante, qui aurait pu penser que des Français indisciplinés en 48 heures, le dimanche après-midi, ils étaient tous massivement sur les quais de Seine et dans les parcs français, et le lundi ou le soir et le mardi à 14 heures, on a baissé tous les rideaux.
Et on est resté chez nous avec un respect de ce confinement extraordinaire. On a beau dire on a fait le job. Et on l'a fait, pas parce qu'on est discipliné, mais parce qu'on a eu tout d'un coup une espèce de pétoche fabuleuse, alimentée par des gens dont c'était le métier de nous alerter sur les risques, mais qui en ont rajouté quand même des tonnes. Il faut quand même bien le dire. Parce que rappelez-vous quand même qu'on n'a pas encore vraiment clarifié cela d'ailleurs, je ne sais pas si vous en êtes d'accord, mais rappelez-vous qu'au départ, je pense que la peur panique qui s'est emparée des dirigeants du monde, en passant d'un pays à l'autre, de l'Italie à la France, ensuite d'autres pays d'Europe en Allemagne, qu'il a géré un petit peu différemment, on pourra aussi en parler, ou des États-Unis et du reste du monde, c'est qu'en fait, il y a eu au départ une étude des Anglais qui expliquait qu'il y avait potentiellement 500 000 morts en France. Qui était une étude complètement biaisée. Ils sont aperçus après que ça n'avait aucun sens, les pronostics qui avaient été faits par les Anglais. Et ça a confronté, il y a eu plusieurs événements. C'est-à-dire qu'il y a eu cette espèce de peur panique qui s'est emparée de nous et des dirigeants politiques totalement traumatisés par des expériences précédentes. Rappelez-vous le sang contaminé, et c'est un de mes énervements aujourd'hui, c'est que on vit dans un monde hyper médiatisé. C'est comme la première fois, parce qu'il y a eu plein, je rappelle dans le livre, l'ensemble des pestes, des grippes du monde entier qui sont pas si lointaines. C'est 68, c'est juste après Tout la à fait. guerre, c'est des choses absolument incroyables. Ça n'était même pas à la une des journaux à cette époque-là. Celle-là n'a pas fait plus de morts, mais simplement c'est la première fois qu'une pandémie mondiale était vécue en direct sur tous les écrans du monde entier et les réseaux sociaux. Il y a eu un effet amplificateur absolument phénoménal qui a créé une peur absolument panique dans un pays qui est déjà le pays le plus froussard du monde. Il faut quand même juste le rappeler. C'est-à-dire que nous sommes le pays qui a inventé le principe de précaution, qui ne supportons plus le moindre risque et qui voulons être protégés de tout à n'importe quel prix, quel qu'en soit en l'occurrence le coût économique qu'on a parfaitement accepté, même si aujourd'hui on est en train d'en payer le prix et que ça va être encore plus douloureux dans les semaines à venir. Donc il y a eu cette espèce de refus de prendre des risques qui s'amplifie. J'étais très frappé, pour ne rien vous cacher, par un épisode récent d'un garçon honnêtement que je n'aime pas beaucoup, qui est Philippe de Villiers, mais qui avait été interviewé par je ne sais qui et qui expliquait sa rencontre avec Macron. Et Macron, il demande à Macron, mais pourquoi est-ce que Édouard de Philippe a été plus lent il voulait déconfiner plus lentement que vous ne l'étiez vous-même. Et Macron lui aurait répondu, ce qui reste à vérifier, parce que c'est un personnage un peu parfois menteur, mais de Villiers, mais en gros, Macron aurait dit, il gère son risque pénal. Et là, on a quand même un vrai sujet. C'est-à-dire que si on rentre dans une société où les dirigeants préfèrent s'abriter sur des hommes qui sont des mandarins et des médecins qui n'ont pas pour vocation à gérer la France, mais éventuellement à la conseiller, il faut quand même rappeler qu'il y a le Pas pouvoir. prendre la décision, en tout cas. Clairement pas à prendre la décision. Et on leur a abandonné cette décision globalement. Et comme nous, on a eu tellement peur, on a accepté cette décision. Et on a peut-être bien fait de le faire. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, avec la reprise du virus, donc quelques clusters, avec potentiellement une deuxième vague, sans doute ont-ils bien fait, mais quand même, ça révèle quelque chose sur notre rapport à la fois à la mort et au risque. Vous avez dû voir je commence, et d'ailleurs c'est marrant, c'est un de mes copains m'a reproché le premier chapitre en disant, tu ne peux pas commencer un chapitre par le rapport à la mort. Je dis oui, mais attends, Coco, C'est essentiel. c'est notre rapport à la mort qui a déterminé tout ce bordel. Et en fait, Exactement. et du coup, si on ne démarre pas par ça, et si on commence à oublier un peu que la mort fait partie de la vie, et que notre angoisse de la mort est peut-être en train de ruiner notre amour de la vie au point où on n'est pas allé embrasser des parents qui mouraient dans un EHPAD du Covid parce qu'on a préféré ne pas prendre le risque d'avoir ce virus que de venir leur tenir la main ce jour-là, on doit s'interroger sur ce rapport qu'on a avec la mort. Et j'aime bien cette idée aussi que j'ai reprise, qui n'est pas de moi, mais de la mort ordinaire versus la mort extraordinaire, parce que tout le bouquin, vous l'avez sans doute vu, est construit autour d'oppositions sur des thématiques. Et c'est vrai que aujourd'hui, on vit quand même dans un tel confort où on a à peu près le droit de vivre, vous et moi en tant qu'hommes, jusqu'à 80 ans et les femmes jusqu'à 84 ans. C'est le minimum syndical maintenant, en dessous de laquelle la mort devient presque inacceptable, en fait. Donc ça a créé un rapport à la vie et à la mort qui est quand même unique dans l'histoire de l'humanité, parce qu'on a tellement progressé en durée de vie, en allongement de la vie, etc., qu'aujourd'hui, on a vraiment un vrai sujet sur notre capacité à vivre de manière encore un peu plus dangereuse. Parce que on a même peur des vaccins. Au pays de Pasteur, on a peur des vaccins. Il y a des gens en France qui aujourd'hui ne veulent pas se faire vacciner parce qu'ils ont peur des vaccins. Donc voilà, il y a un vrai sujet qui a déclenché tout cela. Après, on jugera qui a eu raison ou qui a eu tort de, de prendre ces décisions de confinement et de lockdown très stricts, notamment en France et ailleurs. J'avoue que je n'aurais pas été, je l'ai dit aussi et écrit, je n'aurais pas aimé être à la place des dirigeants. Parce que Je crois que personne d'entre nous, pour ceux qui au moins ont la lucidité et l'honnêteté de reconnaître que c'était dur de faire le job, que les 3-4 sur qui les décisions ont pesé ont un sacré poids et une responsabilité sur les épaules.
Mais bien Mais est-ce sûr, que vous n'avez pas l'impression qu'on a un peu sacrifié l'économie et le vivant à l'humain et au passé? si, mais bien sûr. Tu sais, il y a une expression que j'ai volée à un économiste qui s'appelle Hubert Kempf, que je cite dans le bouquin, qui est le trilemme. Je ne sais pas si vous avez vu ça dans le livre, mais euh, ils ont été confrontés non pas à un dilemme, mais à un trilemme. Et en gros, on ne peut pas réconcilier les trois angles. C'est-à-dire qu'il y avait en fait, il y avait trois grands sujets. Il y avait à la fois la santé, il y avait l'économie et puis il y avait la liberté. Et on aperçoit en fait de manière intéressante que selon les pays du monde, on n'a pas géré ce trilemme de la même façon. C'est-à-dire, par Et on n'a exemple, pas sacrifié la même chose. mais c'est ça. Mais forcément, parce qu'on était obligé de gérer les intérêts contradictoires avec des gens. En plus, on en parlera sans doute aussi, parce que ça, c'est quand même un des trucs, moi, qui m'inquiète pour l'avenir. C'est qu'on a le sentiment qu'au fond, ça a renforcé chacun dans sa conviction de ce qui n'allait déjà pas dans le monde d'avant. Et en fait, dans un pays qui est déjà extrêmement archipélisé, où les gens ont tendance à avoir des opinions très souvent opposées et contraires, on est en train de s'opposer beaucoup, beaucoup encore plus. Et ce fameux trilemme, quand on prend par exemple les démocratures, ou les dictatures communistes, les pays capitalistes et communistes comme la Chine et d'autres, ils ont très très clairement sacrifié en fait la santé et l'économie. Non, ils ont très sacrifié la liberté en fait et la santé, un peu moins l'économie. Nous, on a en gros privilégié la santé et la liberté, une forme de liberté quand même, parce qu'on n'a pas été non plus, on avait quand même encore le droit de sortir en fait, mais on a sacrifié l'économie. Donc on a effectivement, par rapport à votre question, on a fait le choix en fait que la vie était plus importante que l'économie. C'est un truc incroyable quand on y réfléchit dans un pays qui est toujours accusé d'être un riz abominablement capitaliste. Mais en fait, on a fait quand même un choix unique qui est éminemment humain et respectueux. Moi, ma frustration, c'est que je pense qu'on oublie quand même de citer tout ce que ça a créé comme dommages collatéraux qui me semblent à l'avenir être infiniment plus nombreux que les morts qu'on a évitées. Et Mais c'est terrible parce ce qu'on qui est vient sur le choix terrible, majeur. est-ce que vous pensez que c'est un discours qui aujourd'hui est portable sur la place publique, justement? Bah, la preuve, non, il ne l'a pas été. Ouais. Non, mais sinon, il l'aurait été. Sinon, il l'aurait été. Si on avait dit, écoutez, messieurs, mesdames et messieurs, prenez l'ensemble des maladies non soignées, des gens qui sont pas allés se faire Les soigner à accidents de la l'hôpital, route, tout bêtement. mais tous les accidents cardiaques, les AVC, on n'a pas encore, personne ne saura jamais le bilan de ce qui s'est passé. Des cancers non soignés, des divorces, des gens qui ont eu des rêves brisés, des gens dont les boîtes vont être plantées, des entrepreneurs qui ont bossé toute leur vie pour acheter leur fonds de commerce et qui aujourd'hui ne vaut pas un radis parce qu'il n'y a plus de touristes, parce que on ne peut pas imaginer tout ce que ça a créé. Et à un moment, il ne faut pas oublier que c'est l'économie qui paye pour la santé. Donc, si l'économie vacille, y compris à l'hôpital, on n'aura pas les moyens de mieux soigner. Donc, je reconnais que c'était absolument impossible et que, on l'a dit ensemble déjà, personne n'aurait aimé faire le job. Mais je pense qu'à un moment, il faut quand même qu'on s'interroge parce que si on continue à ce point à être pétochard de manière compulsive, je pense qu'à la prochaine grippe, on est confiné pour 2 ans. Grippe, je parle juste de la grippe, hein, je parle même pas d'un vrai virus auquel on ne comprend rien. Donc on doit quand même s'interroger sur notre capacité à prendre un risque. Et je ne vous cache pas que moi qui aime les expressions de la langue, quelle qu'elle soit, française ou anglaise, quand je sais que prendre un risque, c'est dit take a chance en anglais, moi c'est ça le message que j'aimerais écouter, donner à nos auditeurs qui me suivent aujourd'hui, c'est quand même continuer à take a chance de temps en temps. La vie est risque, la vie est dangereuse. L'humanité est dangereuse, le monde est dangereux, les autres sont dangereux, on le voit bien, ils peuvent nous transmettre la mort avec un virus et avec un postillon. Donc, ok, mais take it easy, baissons un peu la pression quand même sur la peur de tout, la peur de l'autre, la peur de tout, la peur du virus, la peur de la mort. Il faut qu'on continue à en prendre des risques parce que le meilleur moyen de vivre dangereusement, c'est de pas en prendre. Est-ce que c'est pas un peu le moment de reprendre notre responsabilité personnelle plutôt que d'attendre que l'État, l'hôpital, etc. nous sauvent? Moi, j'ai écrit un bouquin sur l'optimisme qui s'appelle Tout va mal, je vais bien, il y a quelques temps, qui est sous-titré Comment vivre heureux dans un monde de merde. Et il est basé sur un certain nombre de conseils, enfin de conseils pas de conseils, j'aime pas les conseils, mais de convictions. Et l'une d'entre elles, c'est de personne, jamais rien, tu n'attendras. Mais je suis un entrepreneur, donc les entrepreneurs peuvent le comprendre, qui n'attendent jamais rien de personne. J'ai très très souvent rappelé ma définition de l'entrepreneur, c'est un importateur d'emmerde et un exportateur d'enthousiasme. C'est pas Quand on a faux. dit ça, on a déterminé ce qu'est un entrepreneur. Vous êtes un entrepreneur, j'en suis un également. Et l'entrepreneur, il n'attend rien de personne. Il sait qu'au moment, en fait, moi, quand j'ai créé ma boîte qui s'appelle Columbus Café, qui était une chaîne de café, à un moment, tout s'est effondré au bout d'un an. Et j'avais changé mes cartes de visite. Et j'avais en fait écrit, j'avais pris une expression américaine qui est Chief Executive Officer, qui est devenue à la mode depuis avec les startups. Mais j'étais non plus CEO, j'étais CPS, Chief Problem Solver. C'est-à-dire le mec, le résolveur des problèmes en chef, c'est-à-dire qui est notre vie.
mais on n'attend rien. On n'attend absolument rien de personne quand on est entrepreneur. On n'a pas de choix. On n'a pas d'autre choix que de revenir bosser. On n'a pas de choix que de bosser davantage juste pour rattraper ce qu'on a perdu pendant ces mois qui ont été très très compliqués et qui sont encore, à mon avis, pas grand-chose par rapport à ce qui nous attend. Mais globalement, oui, c'est le Là-dessus, moment je de vous se dire, rejoins, oui. c'est le moment de se dire, on a tout entre les mains et nous sommes les entrepreneurs de nos vies, nous sommes les entrepreneurs de chaque décision qu'on prend. Se lever le matin en faisant la preuve de l'optimisme, c'est un choix qu'on fait le matin. On voit bien que les gens qui parlent négatif sont négatifs, qui ne réussissent rien et qui échouent tout et qui voient toujours dans l'échec la raison, c'est les autres. C'est le meilleur moyen de réussir un échec, c'est le meilleur moyen de rater son échec, c'est de l'attribuer aux autres. Les entrepreneurs, ils n'attribuent pas leurs échecs aux autres, ils l'attribuent à leurs conneries, à leurs erreurs, à leur manque de professionnalisme. Donc oui, oui, non, il faut qu'on devienne un petit peu moins indépendant. Hein. Là, une autre de mes phrases fétiches, si je peux me permettre, c'est que surprotéger affaiblit et entreprendre aguerrit. Eh ben, une fois qu'on s'est dit ça, on sait pourquoi il y en a qui sont plus costauds que d'autres et plus résilients. C'est-à-dire les mecs qui prennent des risques, on s'aperçoit que plus on en prend, plus on est capable d'en prendre et on surmonte les difficultés. Ouais, surtout que moi, là, je vous rejoins pas du tout par rapport à ce que vous développez dans le livre. Je pense que le virus ne frappe pas au hasard et qu'il y a des mesures d'atténuation que chacun peut prendre, mais on en revient à la part de responsabilité personnelle par rapport Bien à sûr. cette forme de il n'y a pas de vaccin. Bon, je ne suis pas aussi enthousiaste que vous vis-à-vis des vaccins. Surtout, c'est plus compliqué, je pense, que d'être pour ou contre. Mais là, de vaccin, on n'en a pas. De traitement validé, on n'en a pas. Donc, il faut prendre le risque et laisser le médecin prendre le risque de chercher un traitement. Et puis, l'état de santé de la personne joue quand même. Bien sûr. Hormis ceux qui, quelque part, ont tiré un mauvais numéro à la loterie génétique et qui fait qu'on ne sait Oui, pas pourquoi. Il y a quelques jeunes qui ont été dans des postures très compliquées, voire qui sont passés de vie à trépas. Mais ça bien fait sûr. partie finalement de l'aléa de la vie. Vous avez tiré un mauvais numéro, vous ne savez pas. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais est-ce qu'on va Difficile être à... capable de tirer des enseignements, justement? Est-ce qu'on va être capable collectivement de tirer des enseignements de cet épisode-là, à votre avis, Philippe Bloch? Ah bah, ça dépend lesquels, sur quel thème, et est-ce que c'est collectif ou personnel? Je dirais que c'est beaucoup plus... La réponse à votre question est d'une immense complexité. D'abord parce qu'il y en a qu'on peut tirer collectivement, mais comme on n'a pas confiance les uns dans les autres, puisqu'on sait qu'on est, je le rappelle aussi souvent, on est le pays le plus méfiant au monde. Il y a un sondage qui m'effraie chaque année, qui est publié chaque année dans le monde entier, 30 pays au monde, 5000 personnes par pays, et une des questions qui me retourne chaque fois, c'est on demande aux gens, est-ce qu'en général vous faites confiance dans la vie naturellement aux autres, ou est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux se méfier de tout le monde? Je ne sais pas dans quelle famille vous vous situez. Moi, je suis le gars qui fait confiance beaucoup trop à tout le monde. Je fais partie des 20% de Français qui disent, moi, je fais confiance très spontanément, facilement. Et 80% de Français vous disent, moi, je me méfie de tout le monde, on ne sait jamais. Ben, vous voyez, quand on est dans un pays à ce point à ce point défiant envers tout, hein, envers les autres, envers les institutions, envers nos voisins, envers le gars qui vous ressemble pas, qui n'a pas la même religion, la même couleur de peau, le même métier, le même niveau social, les mêmes envies, les mêmes besoins, euh, on a intérêt à compter sur soi-même plutôt que sur les autres pour changer des choses, parce qu'on peut se dire, il est en train de se passer une nouvelle fracture entre les Français aujourd'hui, parce que vous avez ceux qui font un lien qui est d'ailleurs assez aberrant entre crise écologique et ce virus, puisque c'est pas une crise écologique, c'est une crise sanitaire. Il est possible qu'il y ait eu quelques éléments qui aient fait qu'un virus ait pu s'échapper plus facilement d'un truc, j'en sais rien, mais c'est pas une crise écologique. Elle est là, la crise écologique, elle est devant nous. La transition énergétique est indispensable, mais c'est pas une crise écologique. Mais il y a une espèce d'amalgame qui est en train de se faire où on agglomère un petit peu tout. Et vous avez maintenant deux camps. Je ne sais pas si vous savez que le business qui est en train d'exploser, c'est les voitures d'occasion. C'est-à-dire que jamais les Français n'ont acheté autant de voitures d'occasion. Alors qu'on n'arrête pas de dire qu'il faut ressortir de cette crise en renforçant notre souci de préserver la planète. Et vous allez avoir des gens dans les rues de Paris qui vont se foutre sur la gueule parce qu'il va y avoir des pauvres gens qui ne veulent pas être dans le métro ni attraper un virus dans des transports publics et qui sont fait insultés par une armée de gars en vélo qui vont être sur deux territoires absolument contraires avec le même objectif affiché de préserver la planète et une pratique totalement opposée dans leur vie quotidienne. Juste pour vous dire que ça ne va pas être simple et que collectivement, effectivement, il va y avoir des envies communes, mais probablement des façons personnelles d'attaquer le problème. Et au fond, comme il y a de la défiance, je me dis que c'est quand même à chacun d'entre nous, à titre plus personnel, de prendre les bonnes décisions sur ce qu'il a vraiment envie de changer dans sa vie. Quand on a parlé de mondialisation, qui est un thème intéressant, on n'a pas arrêté de dire, pardon, je vais couper ça, quelle horreur
ces chaînes éclatées dans le monde entier, etc. C'est un scandale, ces petits enfants chinois qui fabriquent des PC pour nous, etc. Il faut que tout ça s'arrête, notre dépendance. Le Doliprane est fabriqué en Inde, en Chine. C'est insupportable. Il faut retrouver de la souveraineté alimentaire, médicale, énergétique, tout ce qu'on veut. C'est vrai, tout ça, c'est absolument vrai. Mais qu'est-ce qu'on a fait le premier jour en allant acheter chez Zara quand on a été déconfiné, des trucs fabriqués par des petits enfants au Bangladesh? Il y a un moment, il faut quand même qu'on devienne cohérent dans ce que l'on dit et dans ce qu'on va faire. Quand on dit les PC fabriqués en Chine, c'est dégueulasse. Oui, mais vous l'avez acheté à 1000 euros depuis 15 ans, votre PC. Ça vous a permis d'en avoir un pour chacun de vos enfants quand vous pouviez vous l'offrir. Quand il sera à 4000 euros, on fera quoi? Moi, j'ai pas de problème, mais faites des choix, les mecs. Vous ne pouvez pas avoir 4000 euros, il faudra que vous achetiez des choses en moins. Et en plus, fabriquer vos trucs à 4000 euros en France, vous n'y arriverez pas parce qu'il n'y a pas de matière première en France pour faire des PC. Donc, on est sur des enjeux vachement compliqués. Et je pense que sur l'ensemble des chapitres du bouquin où j'ai tenté d'identifier toutes ces thématiques qui vont structurer les mois et les années à venir, les choix seront pas simples. Parce qu'ils auront souvent des intérêts contradictoires, même pour nous à titre personnel. Est-ce qu'on va vouloir changer notre rapport? Regardez le thème de la liberté versus la data pour éventuellement faire des applications permettant peut-être potentiellement pour le prochain virus de nous épargner en repérant un peu des clusters. C'est un thème vachement intéressant quand on fait appel à ce que ça suppose de liberté, nos libertés individuelles, et quand on voit ce qu'ont fait les démocratures dans le monde pendant ce Covid en termes de liberté individuelle, en s'asseyant dessus et en mettant en prison les mecs qui contestaient le fait qu'il y avait des virus dans leur pays. Qu'est-ce qu'on va vouloir demain? Une société libre, une société qui continue à s'informer par des réseaux sociaux à la con, on raconte tout et n'importe quoi, et qui mélange à la fois des faits, des non-faits, de la manipulation, du complotisme, de la collapsologie. On dit c'est dégueulasse les réseaux sociaux, mais est-ce que vous continuez pas toute la journée à scanner sur vos réseaux sociaux des tonnes de trucs qui vont vous informer de manière totalement pas faire, etc. Ouais, je suis en train d'aller dans tous les sens, pardonnez-moi Cyril en répondant à votre question, mais juste pour vous dire que c'est vachement compliqué, je ne sais pas si vous en êtes d'accord, parce que j'aimerais bien qu'on en débatte ensemble aussi, mais je pense que c'est collectif et personnel, mais il y a un moment quand même, quand on n'a pas confiance dans le collectif, au moins il faut qu'on tente au plan personnel de voir ce qu'on peut changer. Alors, vous parlez de faire les bons choix, justement, dans tous ces chapitres où vous mettez en risque liberté, monde américain, monde chinois, rapport au temps, etc. La question, et je suis conscient qu'elle n'est pas simple, c'est que ce serait quoi les trois plus importants? Les trois thèmes, rien que les thèmes, mettons-nous d'accord déjà sur quels sont les thèmes les plus importants pour vous. Je pense que le sujet liberté fake news, enfin liberté fake news, c'est pas vraiment le même, mais il est vachement important. C'est-à-dire qu'on va vers une société. Ce qui est certain, c'est que la crise, cette catastrophe, cet épisode, ce traumatisme, ce tsunami, quel que soit le nom qu'on lui donne, il a plus accéléré des choses existantes qu'il n'a révélé de nouvelles choses. C'est-à-dire que par un amalgame un peu bizarre et étrange, la préoccupation énergétique et écologique ressurgit extraordinairement fortement. On l'a vu dans les élections municipales avec des ruptures très fortes, des villes entières qui basculent après 50 ans dans le même parti, qui d'un coup basculent sur des maires écologistes. Donc on voit que la préoccupation qui était déjà très 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 importante des gens est en train de prendre le pas. Donc, et pourtant, elle n'est pas liée. C'est ça qui est étrange. Elle n'est pas directement liée à ce qui s'est passé. Mais Je elle ne a suis pas renforcé les entièrement, je suis inquiétudes. pas entièrement d'accord avec vous, puisque on est en train de toucher aux limites de la planète. Oui, Elle fait absolument. toujours 13 200 km de diamètre depuis très longtemps et elle va continuer à le faire pendant très longtemps. Et plus on est nombreux, plus on touche aux limites, plus il y a de mauvaises surprises à découvrir sur les bords. Mais Les oui, bien virus en sûr. font partie. Oui, bien sûr, vous avez raison, je le conçois. Mais malgré tout, il aurait pu s'échapper, même s'il n'y avait pas eu de transition écologique, d'un quelconque zoo. Enfin, je ne sais pas. Mais l'amalgame est un peu rapide, mais il soulève véritablement une préoccupation majeure et totalement légitime. Je pense que l'un des éléments, mais ce qui est mon étonnement simplement, c'est que ce qui ressort le plus fortement finalement aujourd'hui comme thématique, c'est un thème qui n'était pas quand même directement lié au virus. C'est juste ce Mais que je est-ce suis en que train de c'est vous dire. pas lié au fait que pendant 3 mois, les gens justement ont changé leur rapport au temps Ah ben oui, et que mais ça beaucoup complètement. d'agitation est retombée? On s'est rendu compte déjà qui faisait tourner la société. Ah oui, mais C'est pas ça c'est forcément clair. ceux qui sont le plus visibles d'habitude. Euh, Et puis finalement, quand l'agitation baisse, on vit pas si mal à partir du moment où il y a un flux d'argent qui tombe et qui garantit à ceux qui ne peuvent pas aller travailler qu'il y a de l'argent qui tombe. Après, d'où ils viennent et il n'y a pas d'argent magique, ça c'est un autre problème. Mais dans l'immédiat, dans les 3 premiers mois, je pense qu'il y en a une grande partie qui a changé son rapport au temps. Est-ce que c'est pas Mais bien sûr. finalement ça qui les a amenés à se reposer la question de pourquoi courons-nous plus Si, vite? si. Si, parce que c'est aussi une crise de la mobilité et de la vitesse, cette crise. De la vitesse de nos vies, de l'accélération des cycles, d'aller toujours plus vite avec des moyens de transport
en l'occurrence l'avion, qui est un grand débat du moment, de plus en plus effectivement dangereux pour la planète. Donc tout ça s'est accéléré et l'effet, effectivement, vous évoquiez tout à l'heure le thème du temps. Il y a un chapitre qui est courir après le temps versus le temps retrouvé. Ça, c'est des retrouvailles qui ont été étranges, y compris pour moi. Moi, je fais 100-120 conférences par an à courir le monde dans les conventions, des machins, des trucs. Je vais vous dire, qu'est-ce que c'était bien. J'ai souffert économiquement parce que j'ai plus 1 euro de chiffre d'affaires depuis 4 mois. Donc, je suis un homme heureux et pauvre, mais j'étais quand même vachement content d'arrêter. Et ça m'a fait extrêmement réfléchir au mode ma consommation. Vous avez raison de dire que pendant 4 mois, 3 mois, je n'ai quasiment rien consommé. Est-ce que j'ai mal vécu? Franchement, pas du tout, au contraire. Pas pire, quoi. Mais loin d'être là, même Différent, plutôt finalement. différent et pas du tout désagréable, alors que franchement, je suis pas une espèce d'apôtre absolu de la décroissance à tout prix qui va faire fuir tout le monde, etc. Mais il y a des moments, réfléchissons à nos véritables besoins, nos véritables enjeux. Et effectivement, avec chaque fois, et là vous avez raison, c'est peut-être aussi que l'écologie est omniprésente, c'est que chacun de ces enjeux, il a un lien finalement avec la façon dont on consomme la planète. Donc quelque part, c'est une des raisons pour moi qui a été un des accélérateurs. Et puis ce que vous évoquez sur les métiers invisibles, ça c'est un enjeu, mais qui pour moi en plus, je le porte vraiment ce sujet parce que Columbus Café, c'était les métiers invisibles. C'était des jeunes baristas qui rentraient dans la vie professionnelle, à qui certains disaient même pas bonjour quand ils leur apportaient un bout de bonheur chaque matin pendant un cappuccino. Et tout d'un coup, on a découvert effectivement l'utilité sociale des métiers. Mais j'ai là-dessus une immense inquiétude. Et je vais reprendre votre question. Est-ce que collectivement ou individuellement, on va changer? C'est que si vous êtes aujourd'hui à la Défense, un lieu où j'aimerais pas être investisseur en ce moment, pour tout vous dire, parce que ça va changer. Je veux dire, l'immobilier de bureau à la Défense va vivre une autre époque. Parce que lorsqu'ils vont tous rester chez eux, parce qu'ils ont découvert que 2 heures évitées tous les matins dans les bouchons parisiens pour mieux bosser et retrouver les copains peut-être une fois par semaine dans une salle de créativité pour faire le truc différemment, ça va être extrêmement tendance dans les mois à venir. Et puis on va devoir créer des nouveaux tiers-lieux, on va pouvoir vivre différemment, il va se passer plein de choses. Tu sais, moi j'ai passé ma vie, je vais revenir sur mon histoire des métiers invisibles, mais euh, je passe mon temps depuis que le bouquin est sorti à expliquer qu'on est en ce moment, sans s'en apercevoir, au-dessus de plaques tectoniques qui sont en train de bouger dans tous les sens en dessous de nous. Les plaques tectoniques, c'est ce qui crée en fait en bougeant les tremblements de terre. Et il y a plein de sujets sur lesquels les gens vous disent attends, rien n'aura changé, tu vois, dans 6 mois tout aura repris. Ok Coco, attendons 6 mois, tu verras si dans l'immobilier rien n'aura changé. Si les gens ne vont pas commencer à vendre leurs appartements une fortune à Paris pour vivre un petit peu différemment à notre rythme, on dit non, il n'y a pas encore beaucoup de tendances. Les gens ne vont pas changer de vie en 2 mois, mais en quelques années, vous allez voir les mutations profondes, la revitalisation d'un certain nombre de territoires, dès lors que vous aurez de la 4G, de l'accès, du soin et éventuellement du transport, ça va retransformer les territoires, il va se passer vraiment beaucoup de choses. Et je termine juste sur la défense avec cette histoire des métiers invisibles, c'est que vous êtes à la Défense, vous êtes patron des achats d'une boîte du CAC 40, je ne veux pas en citer pour ne blesser personne. Quand ils vont renouveler leur appel d'offres à la Sodexo, c'est-à-dire ces hommes et ces femmes qui entretiennent les locaux tous les matins, ils vont faire quel choix pour faire signer un contrat? Est-ce qu'ils vont prendre le moins 10 ans ou est-ce qu'ils vont tenir compte que mieux rémunérer ces premiers de corvée qu'on a applaudis tous les soirs à 20h de nos balcons mérite maintenant qu'on se pose la question des véritables critères de choix dans ce type de service? Est-ce qu'on va continuer à dire merci et bonjour à des caissières chez Leclerc dans 6 mois quand le soir de Noël, elles vont nous énerver parce qu'elles quittent la caisse pour changer de caissière au moment où on arrive? Ou est-ce qu'on va les insulter ou est-ce qu'on va leur dire écoutez, merci encore pour tout ce que vous avez fait? Là aussi, la capacité d'oubli va être phénoménale. Et je pense qu'effectivement, on a le devoir sur des sujets comme ça, notamment parce que ce sont eux qui créent les failles françaises et mènent à des gilets jaunes et à des révoltes qui sont quand même grondantes quand même un peu partout en ce moment. C'est-à-dire que si on n'est pas capable d'être à la hauteur de tout d'un coup cette espèce d'humanité qui se levait à l'égard de ces métiers-là, on va le payer très cher. Les hommes politiques vont le payer, les entreprises vont le payer, nous allons le payer aussi parce qu'il y aura des ruptures qui vont s'agrandir. Et moi, c'est une de mes inquiétudes réelles sur le fait que là, les choses risquent effectivement de ne pas changer et qu'on risque d'être trop con. On le sent d'ailleurs dans le livre. Vous pensez que la confiance dans les dirigeants peut revenir dans un pays comme la France? Je crains que ce soit extraordinairement difficile. D'abord parce que je vous disais de cette défiance naturelle. Aussi parce que j'imagine mal quel homme ou femme peut avoir le talent de porter tous nos combats et de les incarner et de cumuler avec ça la difficulté de le faire au plan européen avec des pays qui ont des intérêts aussi contradictoires au niveau du même continent, dans un monde de plus en plus complexe, entouré de grandes puissances qui se foutent sur la gueule de manière accélérée. C'est quand même l'homme ou la femme qui va faire ça, c'est quand même le génie pur, etc. Donc, je crains que on ait du mal à trouver la personne, homme-femme, franchement pour moi n'a aucune importance, qui incarne tout cela. Et c'est une des raisons pour lesquelles je pense que chacun
risque, on voit bien d'ailleurs, je suis désolé, mais quand on sait la chance qu'on a de vivre malgré tout dans une démocratie, enfin, n'oublions pas que pendant cette crise, enfin, je cite tout ce qui s'est passé dans les pays à la con, que sont la Hongrie avec un Viktor Orban, que sont Netanyahou en Israël qui fout le Shin Bet sur la piste de chaque Israélien sans demander à l'Assemblée nationale de valider le fait qu'on rentre dans leur téléphone et qu'on est au courant de tout. Quand on voit cette espèce de fou furieux de Bolsonaro, je suis tellement content qu'il attrape ce Covid et qu'il en souffre un peu, qui fait n'importe quoi, qui met en danger la vie de ses compatriotes parce que c'est une espèce d'hystérique quand on voit ce qui s'est passé en Russie. On a la chance d'être dans une démocratie et que les gens votent aussi peu, y compris pour des municipales, qui est l'élection qui est la plus dépendante de nos vies au quotidien. Enfin, un maire, c'est quand même quelqu'un qui va décider que votre cadre de vie va être meilleur ou moins bon, et on n'est même pas foutu d'aller voter. Donc la défiance est C'est un premier de immense. cordée quelque part, hein, le maire. Attendez, c'est ceux qui ont été là, ce sont ceux qui ont été présents, mais complètement pendant tout le Covid. Moi, la ville où j'étais, le type, il était jour et nuit, à aider les gens, à s'occuper des entrepreneurs, de voir comment leur remonter le moral, comment changer des règles, comment bouger des lignes pour qu'ils survivent. Les maires, c'est un truc absolument incroyable. On n'est même pas allé voter pour eux. 30% des gens qui allaient voter. Ben, ça veut quand même dire que globalement, la défiance est réelle et que même avec celui qui est quand même celui qui est le plus respecté par les citoyens électeurs, même lui, on ne lui accorde pas le minimum de respect d'aller voter, ce qui est quand même un truc qui est extrêmement inquiétant. Donc, quelque part, je crains vraiment non, que ce déficit-là soit très difficile à combler. Et que, un vrai défi pour un optimiste comme vous. Oui, mais non, l'optimiste que je suis, c'est qu'on va faire le job à leur place. C'est-à-dire que c'est à nous de prendre les bonnes décisions dans nos vies quotidiennes sur chacun des aspects qui nous préoccupent et d'être cohérent, de parler, de ne pas tolérer un certain nombre de choses, quand on est en désaccord, d'avoir des débats avec nos amis, à des soirées, à des choses. Il faut être un acteur de ça. Mais moi, de toute façon, je sais que c'est les entrepreneurs qui vont sauver le monde, en gros, parce que c'est eux qui ont la main. Ce sont eux qui ont la main. Vous faites une grande confiance aux entrepreneurs aujourd'hui. Ouais, vous avez beaucoup d'envie. Il n'y a qu'eux qui peuvent reconstruire aujourd'hui. C'est eux qui ont la main à tous égards. C'est eux qui peuvent remonter le moral de leurs équipes. C'est eux qui peuvent c'est eux dont les équipes peuvent aussi remonter le moral. Ce sont eux qui vont continuer à prendre des risques. Ils n'ont pas le choix. Ce sont des gens, vous savez, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui mise tout ce qu'il n'a pas, souvent qu'il emprunte, sur un rêve, sur une vision, sur une envie, sur un partage d'espérance, de projets, de vision, de raison d'être. C'est absolument une énergie qui est absolument inextinguible. C'est-à-dire que personne ne peut arrêter dans l'énergie de l'entrepreneur. C'est les derniers à abandonner. Donc si les Français abandonnent, ils seront là, ils seront toujours là. Et rappelez-vous quand même que la France est faite de ces petites boîtes. C'est la France, elle est constituée à 95% de petites structures, de gens qui tous les matins mettent leur trip sur la table parce qu'ils risquent leur patrimoine, leur vie, celle de leur famille, de leurs enfants, leur héritage. Donc oui, moi j'ai toute confiance en eux. Et je vous le dis aussi parce que si vous faites un sondage, celui-là aussi me traumatise pour être sincère, vous évoquez l'argent imaginaire qui est arrivé comme ça de nulle part, 500 milliards, on ne sait pas à qui on l'a emprunté, d'ailleurs on l'a emprunté, on ne sait pas, nous, personne. Génération future. Voilà, c'est de l'argent imaginaire emprunté à des gens dont on ne sait même pas s'ils sont déjà nés, dont personne ne sait si on devra le rembourser un jour et on pourra peut-être en rembourser. Là, j'ai mon avis là-dessus. Oui, on va le partager tout de suite. Mais cet argent-là, il faut quand même commencer à un moment à le rembourser un peu. Et quand vous dites aux Français, est-ce que vous pensez que face à ce qui arrive, il faut bosser plus? Ils vous disent certainement pas, j'en suis absolument pas d'accord. Et 50% des Français disent hors de question de bosser plus. C'est une absence de culture économique et d'incapacité de nous, entrepreneurs, managers, à leur faire comprendre les choses et à les motiver. Parce que vous savez, moi, en tant qu'entrepreneur et horrible patron, j'aime pas, je déteste ce mot, j'ai une conviction forte, c'est qu'on est responsable de tout. Pour être tout à fait clair. Quand ça marche pas, si les mecs sont mauvais, c'est qu'on n'a pas embauché les bons, qu'on n'a pas su les faire grandir, qu'on n'a pas su les motiver, qu'on n'a pas su les reconnaître dans leur job. Pour moi, ça s'arrête. The buck stops here, comme disent les Anglais, c'est-à-dire que c'est le patron qui est responsable de tout. Ça simplifie beaucoup les choses après quand on parle aux gens. Et quelque part, je pense que on a cette obligation de les remettre dans la boucle. Et on va avoir, nous, l'obligation en tant qu'entrepreneur de remettre sur le bateau les gens qui seront passés à la trappe. Parce qu'il y a des gens qui vont mourir. Hein. Il y a des entrepreneurs qui vont déposer leur bilan, des tonnes de fonds de commerce vont disparaître, des tonnes de boîtes, malgré tous leurs talents, leurs efforts, vont mourir. Ça va être une rentrée extrêmement difficile. Et il faut que ceux qui s'en sortent permettent aux autres de remonter sur le bateau le plus vite possible. Et donc, ouais, moi, j'ai confiance en eux. Attendez, sinon, ok, avoir confiance. Hein. Non, mais c'est vrai. Non, franchement, c'est pas dans les gars qui veulent bosser moins, qui disent que de toute façon, les gens qui créent les boîtes sont des horribles jojo. Donc,
Il n'y a que qui vont sauver le truc. Hein. Quelle est votre position par rapport justement à cet argent qui tombe du ciel et à cette dette sur l'avenir? Est-ce que vous croyez vraiment à une croissance infinie? Je ne sais pas si j'y crois. Je sais qu'elle est pour l'instant, elle est infatigable et que pour le moment, rien ne démontre qu'elle ne soit pas éternelle. Euh, Là, il s'est quand même passé un truc qui est un peu emmerdant, c'est que il deviendra absolument impossible de gérer un pays de façon équilibrée. Il faut bien se rendre compte que déjà, avant, on avait du mal à comprendre qu'il fallait refuser un certain nombre de demandes des salariés français, notamment des fonctionnaires, etc. Et tout d'un coup arrive 500 milliards. Ça veut dire que aucune équilibre budgétaire n'est possible en France dans les 10 ans qui viennent. Il faut juste l'avoir en tête. C'est-à-dire qu'aucun dirigeant politique ne pourra faire accepter aux Français qu'il faut se serrer la ceinture pour les retraites. C'est fini. Enfin, tous les rêves de rigueur budgétaire sont désormais à foutre à la poubelle pendant de nombreuses années. Donc ça va être un peu compliqué effectivement parce que cet argent que personne ne comprend, je le répète, y compris Bruno Le Maire, hein, lui-même il n'a toujours pas compris ce qu'il a signé quand quand il a dit et quand Macron dit quel qu'en soit le coup, lui-même il a rien compris au truc. Ben, Donc quelque part, ils ont répondu à la peur et à l'hystérie oui, sur le moment. oui, Leur ben, ils nous ont. peur de l'explosion sanitaire, sociale, économique du pays a été supérieure à leur peur d'où vient cet argent. Oui, bien sûr, bien sûr. Puis de toute façon, ils s'en foutent, dans 5 ans, ils seront plus là. Donc, non, mais alors que c'est nous qui allons continuer à le payer. Donc, enfin, et aussi, d'ailleurs, quand ils seront partis. Mais ou même s'ils continuent à rester, ils continuent à payer un peu pendant. Non, non, ils ont en fait, ils ont eu peur de tout. Et puis, je peux les comprendre. Mais nous, on leur a demandé de nous protéger aussi. C'est-à-dire que, honnêtement, moi, je vais même vous avouer un truc. J'en ai presque un peu honte, mais je fais partie des entrepreneurs qui ont postulé au prix BPE, prêt garanti par l'État BPI. Je l'ai demandé, ce prêt. Alors d'abord parce qu'en tant qu'entrepreneur, qui a eu toujours, quand notamment mon aventure de Columbus, qui a été passionnément difficile, chaque fois que j'ai acquis une conviction en tant qu'entrepreneur, c'est que quand un banquier est d'accord pour vous prêter de l'argent, il faut le prendre même quand on n'en a pas besoin. Ça, c'est ma stratégie personnelle d'entrepreneur, parce qu'il y a toujours un moment, il vous en donnera plus. Donc, on va Tout prendre ce et puis qui on est verra pris après n'est comment. plus à prendre. Voilà, exactement. Après, on remboursera ce qu'on pourra rembourser. Pour l'instant, on le prend. Donc, moi, qui fais énormément d'interventions publiques, et comme vous le savez, l'événementiel est un des Ah business bah, les plus affectés, et il va le rester les touché, plus oui. durablement affectés. Il n'y a pas de réunion publique avant longtemps. J'ai pris ce prêt, mais je sais qu'à un moment, il faudra que je le rembourse. J'ai une conscience économique et une culture économique à peu près satisfaisante pour comprendre que c'est pas un cadeau, mais que j'ai vécu, on a tous vécu complètement sous perfusion. Le nombre de gens qui sont encore au Le chômage pays partiel, a été au revenu au garanti. minimum Hein. garanti, exactement. D'ailleurs, ça a fait ressortir cette logique et cette suggestion chez beaucoup d'économistes, dont personnellement, j'ai jamais cru. Je trouve l'idée géniale. Hein, moi, j'adore les revenus passifs, j'adore ne rien foutre et gagner de l'argent, j'adore ça. Mais j'ai jamais compris qui payait le revenu universel. C'est le seul machin, c'est qu'il faut un jour qu'on m'explique. C'est peut-être très bien. Il y a peut-être un élément du puzzle qui m'échappe. Les mêmes qu'aujourd'hui, puisque finalement, au lieu de tout taxer, vous simplifiez drastiquement, vous distribuez la même chose à tout le monde, et voilà. Le- Oui, mais je vais vous dire, la vie, c'est pas ça. La vie justement, il y a un chapitre, on l'a pas évoqué, mais qui est ennui versus projet. Et ça, pour moi, c'est peut-être un des chapitres les plus importants dans mes convictions et dans les choses que je voudrais partager avec ce livre. C'est qu'en fait, il s'est passé un truc, c'est qu'il y a des gens, et pour moi, c'est un truc qui est terrifiant, je vais vous dire, qui se sont ennuyés pendant ce confinement. Alors que l'ennui, pour moi, est un truc qui est. Mais c'est juste techniquement impossible. C'est-à-dire, comment peut-on s'ennuyer dans la vie quand on a des centres d'intérêt, quand on a accès avec un truc là, qui s'appelle un téléphone portable à 2 balles, à la culture du monde entier, à l'intelligence du monde entier, au musée du monde entier, quand on peut communiquer avec des gens du monde entier pour échanger des convictions, des débats, etc. Et il s'est passé un truc quand même, je trouve, en tout cas, j'aimerais faire passer ce message aux gens qui se sont ennuyés, c'est qu'ils ont compris que combien était triste la vie, qui était un éternel recommencement de la même journée. Et vous avez des gens on connaît beaucoup, des gens que j'aime, hein, mais qui ont une vie terne, parce qu'ils n'aiment rien de leur vie, ils n'aiment plus leur job, leur patron les fait chier, ils font 2 heures de trucs par jour, pour après avec des gens qu'ils considèrent comme des abrutis, ils ne sont pas reconnus, on leur dit jamais merci ni bravo. Je précise à tous ceux qui nous écoutent que la reconnaissance, l'absence de reconnaissance est le principal reproche qu'adressent les Français à leur management. Donc, reconnaissez le job des gens. Mais voilà des gens qui sont aperçus que cette espèce de dimanche éternel qui était reconduit chaque jour, pouvait être ressemblé finalement un peu à leur vie d'une certaine façon. Et on s'aperçoit que, et ça, c'est un truc qui
il n'y a rien de plus beau que des projets. Et moi, je défends l'idée que la vie n'est belle que s'il y a des projets ambitieux qui nous font peur. Je cite en fait Kersozon dans le bouquin qui dit si vos rêves, non, Mike Horn, qui est un navigateur que tous les gens connaissent bien, qui dit si vos rêves ne vous font pas assez peur, c'est qu'ils ils ne sont pas assez grands. Moi, je crois beaucoup à cette idée, en fait, que, et Jean d'Ormesson, je cite une phrase de Jean d'Ormesson dans le bouquin qui a dit des trucs géniaux sur l'ennui, de ce qui naît parfois de l'ennui. Donc j'aimerais vraiment, moi, s'il y a un truc que j'aimerais faire passer aux gens, c'est qu'ils réfléchissent sur est-ce qu'ils ont pris conscience de tout ce qu'il faudrait qu'ils changent dans leur vie pour avoir ce vrai bonheur de se lever le matin, même en ayant peur, même en se disant je viens de prendre un risque. Ça fait des années que j'ai envie de faire cette putain d'année sabbatique. Ça fait des années que j'ai envie d'apprendre à coder peut-être pour passer de mon job de caissier dans un hypermarché parce que j'ai intellectuellement parfaitement les moyens de le faire, à créer peut-être ma petite start-up d'auto-entrepreneur pour démarrer une autre vie. C'est ça la vie, c'est de se dire ça va peut-être être difficile, mais j'arrête le statu quo. Je me dis il y a tellement de belles choses excitantes à vivre. Sinon, je les assure tout de suite que Séguéla, j'adore aussi c'était Séguéla qui a une phrase magique sur le fait de devenir vieux. Je ne sais pas si vous le connaissez, Cyril. Il dit en fait, on devient vieux le jour où vos regrets prennent le pas sur vos rêves. Là, je trouve que c'est une formidable façon de vivre, de se dire je veux toujours avoir plus de rêves que de regrets. Et quelque part, c'est quand on débranche la mécanique, et ça, on n'a pas le droit de le faire. Et c'est ce qu'ont naturellement les entrepreneurs, mais tout le monde peut être entrepreneur. C'est quand je dis on peut être entrepreneur de sa vie, c'est ça être entrepreneur de sa vie. C'est que tout d'un coup, on a compris un truc que ma vie peut changer si j'abandonne un peu ce confort, ce canapé, ce Netflix que j'adore. Hein. Je n'arrête pas de dire Netflix, j'adore, mais c'est vrai, j'adore Netflix. Il n'y a pas que Netflix dans la vie. Il y a plein d'autres façons de revivre un peu plus dangereusement. Et elle est tellement bonne. Je pense que ça sera une bonne conclusion. J'espère que vous avez compris que votre vie va changer. Que vous le vouliez ou non, il y a de fortes chances qu'il y ait des mauvaises surprises, il y en ait encore à l'avenir. Le changement climatique va nous en réserver, l'évolution énergétique va nous en réserver, notre incapacité à discuter des problèmes dans ce pays va nous en réserver. Mais je pense que c'est le moment, ce sera mieux après. Ou sauf si vous êtes trop con, je modifie un peu. Vous ne le prenez pas pour vous, vous ne le prenez pas pour vous. Alors. Voilà, chers spectateurs, c'est à vous de voir. C'est Philippe Bloch, on peut le remercier. C'est aux éditions Ventana et ça vient de sortir. Merci Philippe, merci d'avoir accepté cette interview. C'était un échange extrêmement intéressant. Et si cette vidéo peut aider quelqu'un, cliquez sur j'aime et partagez-la. Et sinon, cliquez sur j'aime pas et la partagez pas. Et à bientôt pour tous les émissions Zéro Marketing le jeudi soir ou d'autres interviews. Merci Cyril, merci infiniment à tous de nous avoir entendus et supportés, en tout cas moi. Merci Philippe. À bientôt. À bientôt.